nous, ce qu'on voit, c'est des mères de remplacement, c'est-à-dire l'humain de remplacement qui a pris le rôle de la mère, ne sait pas qu'il faut faire le détachement, ne le sait pas et n'en a pas envie. Surtout. Et donc, il ne détache pas les chiens. La plupart du temps, heureusement, les chiens, finalement, grosso modo, arrivent à se détacher tout seuls. Mais de temps en temps, non. Et donc, ces chiens qui n'ont pas été détachés font des hyper-attachements, là, qu'on appelle primaires, à cet individu. Et si cet individu disparaît, le chien est dans un état de panique absolue. Et donc là, peut faire des destructions, des cataclysmes qui amènent, et ça a été vraiment un des moteurs au départ pour faire ce livre, à la situation intolérable qui veut que la première cause d'euthanasie des chiens de moins de 2 ans, c'est des troubles de l'attachement. D'accord ? C'est-à-dire que des chiens de moins de 2 ans qui, par ailleurs, n'ont aucun autre problème de santé, vont être euthanasiés parce qu'on ne peut pas les laisser seuls. Ils détruisent tout. Ils détruisent tout, parce qu'ils cherchent, l'être d'attachement. Et on ne peut pas leur créer un truc de substitution. On peut, c'est pour ça qu'on est là. Oui. Maintenant, on sait les traiter, et ça c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est-à-dire que ces chiens-là, le pronostic, quand le diagnostic est fait, qu'on les traite, le pronostic est excellent, hein, c'est plus de 85% de bons résultats. Sans le faire exprès, on a un lien particulier dans nos ouvrages, parce que je parle justement moi, du Petit Prince de Saint-Exupéry, et il y a ce fameux passage que tout le monde connaît, hein, de l'attachement avec l'apprivoisement du petit renard. Et c'est vrai que quand l'homme se tourne vers le renard et le renard lui dit mais j'ai pas besoin de toi puisque moi ce qui m'intéresse c'est les poules, parce que je mange des poules, l'humain t'es à distance de moi, mais il lui fait comprendre quand même que par un rituel, par une organisation particulière, le lien va pouvoir se créer, se renforcer, et à force d'apprivoisement physique qui a lieu, parce qu'on ne peut pas être toujours ensemble, il y a quand même encore la pensée et un rattachement, et des choses qui permettent la réminiscence. Et alors les animaux sont capables de mémoire, et donc de mémoriser beaucoup de choses finalement. Ça c'est intéressant aussi de le souligner. Et c'est toujours sur ces questions-là, moi la question qui me vient toujours, c'est pourquoi on se la pose. Parce que les animaux, c'est une bonne question pour une philosophe, que les animaux aient de la mémoire, je veux dire, au niveau du ver de terre, ça a déjà de la mémoire. C'est au niveau d'un ver de terre, si on lui met un petit labyrinthe et puis un endroit où on met de l'acide, et donc quand il passe là, il se fait mal, il n'y va plus. Donc il s'en souvient. Alors moi, ça m'intrigue en tant que philosophe. Est-ce que c'est du conditionnement, genre, tu fais une bêtise, je te donne un coup de journal sur la patte, donc tu comprends que c'est pas bien, tu le fais plus. Ou tu as mal, donc à moins d'être maso, mais on enlève la main, comme David Hume disait, un enfant de 3 ans, si on lui dit il faut pas mettre la main près du feu, par curiosité il va le faire, il va se brûler, mais après il le refait plus. Est-ce que c'est du conditionnement ou est-ce que c'est de l'intelligence ? Il y en a un qui est à la base de l'autre, en tout cas il faut commencer par pouvoir se souvenir pour pouvoir après élaborer une pensée. Oui. Non, mais je pose la question parce que c'est vrai que quand on regarde les animaux, on leur prête une intelligence, puis après on dit il y a des limites à l'intelligence. Oui. Et ensuite, nos animaux de compagnie, il y a une forme de mimétisme. Mais c'est pour ça que je disais, la bonne question pour moi, philosophique là-dessus, c'est pourquoi on veut absolument trouver cette séparation. Pourquoi on veut absolument trouver quelque chose qui fasse que l'être humain est radicalement différent de l'animal. Qu'on soit différent, c'est une évidence. Je veux dire, il n'y a pas de chiens qui ont construit des fusées, il n'y a pas de singes qui ont écrit des livres encore. Donc ça ne saurait tarder, parce qu'il y en a déjà qui peignent. Oui, donc, il va falloir faire attention. Donc bien sûr qu'il y a des différences, mais pourquoi on est aussi accroché à ça? C'est important. Hein. Alors, par exemple, sur les émotions. Sur les émotions, depuis il n'y a pas très longtemps que dans les grands centres de recherche comme l'INRA, hein, on parle d'émotions. Jusqu'à il y a 15 ans, un chercheur qui mettait le mot émotion pour un animal, il ne pouvait pas publier son papier. Il ne pouvait pas faire sa recherche. Donc il fallait faire des périphrases. Oui, passion, c'était le mot éventuellement qu'il pouvait utiliser. Vraiment, il ne fallait pas. Donc maintenant, depuis 15 ans, on peut parler d'émotions. Eh bien, cette année, il y a une nouvelle ligne de scientifiques qui viennent dire... Oui, alors on a trouvé les mêmes zones qui s'activent quand on fait... Enfin, vraiment, on a de plus en plus de preuves lourdes, dures, qu'on est sur les mêmes bases. Mais il y en a qui disent, c'est pas parce que ça allume les mêmes zones du cerveau que c'est forcément la même expérience. Et qui disent, en fait, il n'y a que la parole qui peut nous permettre de savoir, et donc, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'envoyer l'animal à une espèce de néant. Là, il faut se poser la question, pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça va changer beaucoup de choses dans nos rapports à l'animal. Si on se met à penser qu'effectivement, il y a une projection même minime vers l'avenir, qui a une pensée élaborée, qui a une capacité
de sentiments, bah, évidemment, à ce moment-là, on se pose des tas de questions sur notre relation avec eux, sur la place qu'on leur laisse. Le problème, c'est toujours celui de l'inauguration. En quoi l'animal inaugure? Je crois que c'est ça, enfin... Moi, en tant que philosophe, c'est là que je cherche. Trouver un mimétisme. Moi, quand j'avais mon chien, je me levais le matin, il m'attendait en bas de l'escalier. Je me disais, tiens, mon chien est intelligent, il se lève à la même heure que moi. Pas du tout. Mon chien était presque conditionné à cette... comment dire, à mes horaires. Puis il savait qu'il avait toujours une friandise. Donc il y avait un rapport entre lui et moi qui était particulier. Seulement, c'est comme... en philo, on appelle ça une doxologie practicologique. Ça veut dire que dans la doxa, c'est-à-dire dans l'opinion, c'est pratique de l'utiliser comme ça. Donc je me lève, le soleil se lève, je me couche, le soleil se couche. Pour faire simple, en exemple. Or, le soleil ni ne se lève, ni ne se couche, on est bien d'accord. Donc on aurait une sorte de mimétisme comme ça, avec les animaux, qui nous ferait dire qu'ils ont des comportements presque humains. Bekoff, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ça, dit à un moment, le pluriel d'anecdotes, c'est donné. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on demande aux gens, ils ont des tas d'anecdotes qui montrent l'intelligence, l'attachement, etc. Et à un moment, on dit, oui, mais ça, c'est pas scientifique. Hein, c'est un peu comme il n'y a pas si longtemps, quand on disait au maire, l'enfant préverbal n'a pas d'émotion, n'a pas de... Hein, on l'a dit, enfin, voilà, on parle de sien unique, il y a des gens comme ça, pour que petit à petit, on se dise que même avant la naissance, alors évidemment, tout de suite après la naissance, tout de suite, il y avait des émotions, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de langage articulé qu'il n'y avait pas ça. Mais ça a été nié pendant très longtemps. Oui, même la souffrance sur les nourrissons. Même la souffrance sur les nourrissons. Qu'on niait complètement. Alors que maintenant, on sait qu'au contraire, elle est pire. Mais ça a une traduction directe chez les vétérinaires. On a autorisé pendant très longtemps, et en toute bonne foi, on a tous pratiqué, la codectomie, le fait de couper la queue chez le bébé chien à la naissance sans anesthésie. D'accord ? Ah mais en disant, et alors très sincèrement, on le croyait tous, hein, Thierry, tu me soutiens, qu'il ne sentait pas à ce moment-là. D'accord ? En disant, on peut le faire parce que la myélinisation n'est pas finie, c'était très technique, et donc il n'y a pas de conduction de la douleur, et donc voilà, on est tout à fait autorisé à le faire. Ce qui vient de l'étude de la douleur chez le nourrisson, c'est le contraire qui sort. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la myélinisation, en fait, on a beaucoup plus mal, puisqu'on n'a pas les phénomènes de régulation de la douleur, mais qu'on peut moins l'exprimer. D'accord ? Et donc, ça a été fait parce qu'on ne fait pas beaucoup de misère aux bébés humains, mais il y en a quelques-unes rituelles qui sont faites, et on a montré que sous analgésie ou pas, ça fait une grande différence sur la perception de la douleur chez l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est enregistré très très tôt. Donc chez ces chiots, je me souviens l'avoir fait, et puis des fois les chiots couinaient, faisaient un petit truc, on disait c'est parce qu'on les a séparés de la mère. Alors on donnait des bonnes raisons. Et après, d'un seul coup, la science elle arrive, elle accepte de regarder l'objet et de dire bon, c'était pas vrai. Voilà. Donc on ne peut plus le faire. Maintenant, il y a une loi européenne qui demande qu'on n'a plus le droit de couper la queue des chiens.